Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 222e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous débriefer la dernière carte UFC de l'année. C'était ce week-end à Las Vegas avec deux combats pour le titre, Leon Edwards et Alexandre Pantoja qui ont conservé respectivement les ceintures des moins de 77 et moins de 57 kilos. Avec moi pour débriefer cet événement aujourd'hui, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pieds-points et de boxe anglaise. Comment ça va, Baba? Ça va et toi? Ça va, prêt à débriefer la dernière carte de l'année? Allez, let's go, on y va. Les insultes ultra personnelles et odieuses en conférence de presse avaient pimenté l'affaire, mais ce n'était une nouvelle fois que ça du côté de Colby Covington, du blabla. Après 19 mois loin de la cage, l'homme que l'on surnomme Chaos n'a rien pu proposer ou presque face à Leon Edwards, plus que jamais roi des moins de 77 kilos de l'UFC après sa victoire sur le lutteur américain ce week-end à Las Vegas. Une dernière carte de l'année également marquée par un bonbon de combat chez les moins de 57 kilos où Alexandre Pantoja a conservé sa couronne et par un Shavkat Rakhmonov qui continue à ne jamais avoir vu le moindre juge décider de ses combats. Le RMC Fighter Club vous débriefe l'UFC 296. Shavkat qui shoot dans un high crotch, de nouveau bien défendu. L'étranglement sur la mâchoire, c'est plus une compression de mâchoire qu'un étranglement, mais ça peut taper. Il reste 10 secondes, est-ce qu'il va résister, Thompson? J'ai l'impression que Thompson a voulu taper, il a glissé sa main et il y a le tap-out à 5 secondes de la fin du deuxième round. Ferguson qui décide de mettre la marque. Ouh, l'overhand qui touche pour Ferguson. Oh, ça échange. Attention à Pimblett qui prend les coups. Paddy Pimblett qui accélère en anglaise, qui touche bien en anglaise. Et là ça emballe. Ça part à la guerre. Oh, le Jack Cross. C'est touché, il enchaîne. il continue. La combinaison est facile, le jeu magnifique, le genou sauté, il l'a mis. Oh, il est au tapis. L'étranglement, il a mis les crochets. Il continue avec le grand endpoint, on a un scramble. For the winner, Paddy Et il a trouvé son de de la part de oh, là, kick. Edwards impressionnant, il a ramené Covington au sol, c'est incroyable. Il a amené Colby Covington au sol, mais quel niveau stratosphérique Leon Edwards. Oh, le coup de genou. Beaucoup de genoux là en transition au sol. and still Leon Rocky Edwards. RMC Fighters Club. Et merci à Max Abolin pour cette petite prod et clin d'œil à Chris Guénard et à Michael Lebou qui était au commentaire avec nous samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche pour cette UFC 296. Baba, je te propose qu'on reparte à l'inverse de la carte, comme on fait d'habitude. On va commencer par le main event. On s'en est parlé en off. Là, on va sortir les fusils, Baba, parce que il est le temps, il est le moment de parler un peu de Colby Covington. Donc on rappelle Leon Edwards, Colby Covington, c'était le main event ce week-end pour la ceinture des moins de 77 des welter de l'UFC. Victoire de Colby Covington, de Leon Edwards, excuse-moi, qui conserve sa ceinture, sa deuxième défense de titre. On va parler de Leon bien sûr, mais d'abord je voulais entamer par Colby. J'ai une question, Baba. Colby Covington, est-ce que c'est le combattant le plus surcoté de l'histoire de l'UFC? De l'histoire, je sais pas, mais il est en. Je suis violent, hein, c'est très violent. Mais tu vois pourquoi j'entame le débat. Vas-y. Voilà, de l'histoire, il faudrait que je remonte tout et que je me pose, mais en tout cas, il est en très très bonne place. Il est dans le top wagon des combattants à qui on a donné une. Vraiment, il y a un énorme décalage entre ses qualités supposées et son niveau supposé et ce qu'il a montré au final, factuellement, dans sa carrière. Aucune victoire, tu vois, je te redonne la parole, mais je vais faire un contexte rapide. Aucune victoire notable en carrière, en fait, si on regarde. Toutes ses plus grandes victoires, Dong Hyun Kim, Damian Maia, Rafael Dos Anjos, Robbie Lawler, Tyron Woodley, Jorge Masvidal, ils avaient tous minimum 34 ans. Ouais. Le plus jeune dans cette liste, c'était au moment de l'affronter, c'était Dos Anjos qui avait 34 ans. C'est ça. Ce combat-là, il est même, si tu le regardes maintenant, avec les jugements de maintenant, RDA, il peut clairement avoir gagné ce combat-là. Même à l'époque, même à l'époque, t'as raison. Désolé, je peux débattre pendant des heures et des heures avec n'importe qui sur ce combat-là. Moi, je l'avais donné à RDA de base, et je continue à le donner à RDA. Je continue de t'appuyer là-dessus. Aucune victoire contre un welter actuellement classé à l'UFC, dans le top 15. 2556 jours depuis sa dernière victoire contre un welter encore actif à l'UFC, Brian Barbanera. 2556 jours, c'était en 2016. 2-2 sur ses derniers combats avant d'avoir ce title shot, qui était 19 mois après un combat contre Jorge Masvidal, dont c'était l'avant-dernier combat en carrière, 2 mois avant son dernier combat contre Gilbert Burns. Il méritait absolument pas d'être là. Colby Covington, on est d'accord ? Non, on sait que l'UFC ne marche pas au mérite, et je suis le premier à le dire que voilà, il faut rester froid dans l'approche business de l'UFC, et le fait que c'est des personnes vraiment qui
qui voit le business avant tout, mais là, il faut vraiment m'expliquer comment c'est possible qu'il ait eu ce title shot autrement que par ses prises de position et sa proximité avec le grand ami de Dana, qui est Donald Trump. Ce dont parlait Leon Edwards en rigolant, ce Dana White privilege qui donnait, qui est un jeu de mots avec white privilege, une expression beaucoup utilisée aux États-Unis, c'est réel en fait pour un Colby? Non seulement il est réel, il a toujours existé ce Dana White privilege avec certains combattants, et Colby c'est la manifestation vraiment la plus éclatante de ce Dana White privilège de ces dernières années. Et c'est factuel. Hein. Tous ceux qui me suivent sur Twitter, oui, je cache pas que j'aime pas le personnage. Il y a pas de problème là-dessus. Donc on peut me dire que je suis biaisé et je l'accepterai. Mais factuellement, il n'y a rien qui justifie le fait qu'il ait eu un title shot et certainement pas son niveau présupposé. Alors, quelques points à noter sur le combattant aussi, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de le détruire, ce qui est le cas, mais ça reste un très bon lutteur, notamment entre 2014 et 2017, il fait un run à 7-1 à l'UFC, où il fait des belles finitions. C'est quand il crée son personnage après le combat contre Maia là, au Brésil en 2017, où en fait là, il devient vraiment privilégié, on lui offre des opportunités qu'il ne mérite pas par rapport à ce qu'il fait sportivement. Sur ce qu'il monte quand même, donc je le dis, très bon lutteur. Par contre, pareil, je revoyais samedi, mais c'est une blague en striking, Colby Covington. La façon, des fois, dont il lance ses points, ses jabs, des fois, le jab, il est à genre 80 cm du gars. Hein. Tu vois, il est tellement loin en termes de distance de match. C'est impressionnant d'être à ce niveau-là en striking, en termes de niveau bas, je parle. C'est ça, un mauvais timing sur pas mal un mauvais choix de sélection des coups, souvent, qui en plus le met dans une mauvaise posture derrière. Il a eu, à un moment donné, quelque chose d'intéressant. Quand il arrive au premier combat contre Ousmane, où il met beaucoup de volume, où c'est noyé là-dedans, où il y a quelque chose d'assez, c'est mieux, il y a du progrès. Et je vais être super chauvin, hein, mais c'est très probablement parce qu'il s'entraîne avec Grégory Choplin, qui est un Français et ancien champion du monde de Muay Thai. Et il est pas mal dans ce premier combat contre Ousmane. Hein. Il y a des choses intéressantes. Il y a pour un juge, avant le KO du 5e, il y a un juge pour lequel il est à 3. Hein. Voilà, qui est à côté de la plaque. Voilà. mais il y a eu un juge qui le mettait à 3. Hein, voilà, il faisait des choses, en tout cas, il proposait quelque chose, et il a fait une vraie guerre contre Ousmane. Je lui enlève pas ça. Factuellement, par contre, il a perdu. Et avant, la limite. Et voilà. Donc, par contre, après, c'était, à mon sens, ce jour-là, il a atteint son plafond. C'était le plus haut qu'il pouvait aller. Il a jamais été plus haut que ça derrière. Et après, les combats qui dominent, que ce soit Tyrone Woodley, qui est vraiment à la fin de la fin. Masvidal aussi pareil, donc voilà, on a vu derrière, comme tu l'as dit, pas de welterweight classé derrière et pas de combattant de moins de 35 ans quoi. Il y a un côté, il s'attaque aux maisons de retraite, hein, tu vois, on le dit en souriant et en rigolant, mais comme j'ai dit, toutes ces victoires, c'est des mecs qui avaient dépassé là, un peu la date limite de péremption quoi. C'est un spécialiste et il le sait très bien, et même si on y reviendra après, en conférence de presse, son call-out là d'hier, c'est Wonderboy. Oui. Qui a 40 ans ou 41 ans. On lui propose Shafkat, il dit non, Shafkat, non, c'est pas pour moi, je vais prendre Thompson qui vient de perdre contre Shafkat quand même. Hein, donc on reprend le mec de 40 ans, tranquillement. Ouais. Donnez-lui Shafkat là, qui finisse cette affaire-là. On va en reparler. On va en reparler parce qu'on va parler de Shafkat. Et même, je trouve, on va finir sur Colby, après on va parler de Leon Edwards quand même, parce qu'il mérite pour avoir conservé son titre. C'était une caricature cette semaine. Les insultes au père de Leon Edwards en conférence de presse, arrivé en père fondateur, genre je vais refaire la guerre de liberté américaine. Je rappelais sur le plateau quand même son trash talk là, il est raté à l'UFC quand il y a Angleterre contre États-Unis pour un combat pour le titre, ils sont à 5-1 l'Angleterre désormais. Oui, voilà. Donc même ça c'était raté, ça Colby. Enfin tu vois, je trouvais qu'il y avait un côté pathétique là. C'était une caricature de lui-même et puis derrière il proposerait un combat. Il finit après le combat son speech, c'est un speech politique pour voter Trump en 2024. Voilà. Je sais pas si tu m'as entendu, j'ai traduit. J'ai à un moment, j'ai même dit à l'antenne, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de traduire parce que c'était n'importe quoi. Et tu sais que le cerise sur le gâteau de ça, tu sais que Trump se barrait pendant son speech. Il se barre pendant qu'il parle, donc il est bien gentil, mais tu vois, mais de toute façon, tu as utilisé le mot qu'il fallait, c'était pathétique. C'était pathétique de A à Z. C'était plus que bas. Voilà, d'aller utiliser le père de Leon Edwards et sa fin tragique pour soi-disant faire vendre. Moi, ça fait des années qu'on m'explique ça. Ça fait des années qu'on m'explique que Colby fait ça uniquement pour son business, pour vendre. Écoute, le sport, il a 30 ans. La boxe a plus de 100 ans. Il y a eu des trash talkers. Il y a eu tout ce qu'on veut dans la boxe. Il y a eu Mohamed Ali qui a dépassé la ligne rouge, par exemple, quand il a parlé de Dunkel Tom pour Joe Frazier, par exemple. Et s'en excuser derrière, parce qu'il sait très bien qu'il a dépassé la ligne rouge. Avec Foreman aussi à Kinshasa, on s'en souvient. Ouais. Mais d'aller aussi bas que ça, soi-disant pour amener plus de yeux sur le combat, non, c'est juste que ça fait longtemps qu'il nous dit quel genre d'homme il est.
Et moi, on m'a toujours dit que quand quelqu'un te montre qui il est, faut le croire. Ouais, je vois totalement ce que tu dis. Et puis, être aussi bas et pour proposer ça derrière. Voilà. Parce qu'il a rien fait. Ousmane, avant le combat, il dit Colby, il a peut-être un chemin de victoire parce qu'il va lui l'enchaîner de takedown, il va lui mettre une pace, un rythme tellement fort parce que c'était son avantage, le cardio et le rythme à Colby. Et il fait rien. Alors il dit, ça faisait 19 mois que j'ai pas combattu, mais c'est de ta faute, Colby. Ouais. Même Danal dit, il demandait qu'un title shot, il voulait rien d'autre. Donc il y a un moment, tu peux pas te plaindre de trucs que t'as toi-même provoqué en fait. Non, tu vois. C'est lui qui s'est mis dans cette situation-là. Et puis c'est parfait, ça fait une bonne transition pour enchaîner sur Ousmane, sur Edwards, pardon, parce que celui qui l'empêche de mettre ce volume, de mettre le rythme qu'il a l'habitude de mettre, c'est Léon Edwards. Parce qu'en face, c'est pas Kamaru Usman qui, certes, avait développé un bon striking à la fin de son run, à la fin de son règne de champion, mais c'est pas le striking d'un Léon Edwards. Non, c'est pas les menaces d'un Léon Edwards, c'est pas quelqu'un qui se déplace comme Léon Edwards, qui est capable vraiment de se déplacer à la fois latéralement, de mettre la pression, de bloquer les takedowns aussi, et d'avoir cette menace permanente sur le high kick, sur les points, sur le tip, sur tout ce qui fait Léon Edwards de très intéressant techniquement, qui a complètement fermé en fait le jeu de Colby. Bloquer les takedowns et même le mettre au sol, comme il avait mis Ousmane au sol. C'est un sacré combattant complet, hein. C'est pas le plus spectaculaire, mais Léon, c'est un sacré combattant. On va entamer, je te cite avant d'entamer le cas Léon, je te cite 2 tweets qui m'ont fait rire sur Colby pour finir ça. Il y en a un qui disait Colby, puisque là, tu sais, pendant le face-à-face, le dernier face-à-face, on a vu la vidéo où il dit, regarde Léon Edwards, et il lui dit I was in character. Exactement. J'étais dans mon personnage pour évoquer les insultes à son papa, donc genre un peu comme Conor face à Khabib dans la cage qui lui dit c'est que du business, même si je t'ai insulté, c'était pour vendre le combat. Exact. Et le tweet disait, c'était très drôle, Colby était bien dans son rôle, 2 points, perdre un title shot. Son meilleur rôle. Et le deuxième qui disait, je l'ai adoré aussi, Colby a fait sa meilleure imitation de Trump, perdre face à quelqu'un qu'on n'aime pas trop. Une référence à l'élection contre Joe Biden, je crois. Donc voilà, on a fini le cas Colby, mais on avait envie de sortir tout ça. Non, pour moi, pour moi, c'est important de dire toutes ces choses-là. Ouais, complètement. Et je pense que ceux qui nous ont suivis en plateau samedi soir avaient compris que j'aime pas beaucoup Colby Covington et que là, c'était l'occasion, de l'évoquer. On part sur Léon Edwards. Tu le disais déjà, super performance. Hein. Dès le premier round, tu sens, il impose son rythme. En fait, c'est lui qui impose son rythme, sa façon de combattre. Il va dans le combat qu'il veut. On l'a dit, il l'envoie aussi 2 fois au sol. Il est hyper complet. Il est parti pour régner un temps, Léon Edwards. On en reparlera un petit peu. Ça va ouvrir d'autres débats en fait. C'est pour ça que je te pose ça. Il y a un combattant qui était sur cette carte qui est franchement plutôt terrifiant. Donc je peux pas être dans l'incertitude, mais en tout cas, ça va être très 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 compliqué de battre ce Léon Edwards qui arrive à maturité en termes de combattant. C'était plus le sens de ma question. Parce qu'on va te couper, je te redonne la parole, mais c'est l'idée. Il est chiant pour tous les mecs en fait, pour n'importe quel adversaire en face. Vu tu vois son côté complet et tout, j'ai l'impression qu'il va être chiant pour tout le monde. Je vois personne vraiment l'ultra dominé ou quoi. Non, ça va être très compliqué. C'est un excellent combattant qui est fort dans tous les domaines, qui est complet, qui a cette supplément d'âme là de champion et ce supplément de confiance qui fait que à l'ego, parce que Colby l'a amené au sol, il s'est relevé, il a dit attends, je vais te montrer moi aussi. Et il l'envoie tout de suite au sol derrière pour lui montrer même dans ce domaine-là aujourd'hui, tu ne feras rien du tout. Et voilà, donc il a montré. Moi, je préfère même ce qui s'est passé là, tu vois, dans ce combat-là, plutôt qu'un KO, tu vois, au premier ou au deuxième round, où tu montres ta supériorité pendant 5 rounds dans tous les domaines. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de doute. Il lui a montré vraiment sur 25 minutes. Aujourd'hui, il n'y a rien que tu vas faire qui fera que tu vas gagner le combat. Ah, c'est évident. Je suis meilleur que toi sur tout en fait. Donc viens, reviens. On peut même faire 10 rounds en fait. Ça ne changera pas l'affaire. T'as ouvert ce débat, mais on lui donne qui là? Je disais, Colby, il le méritait pas, c'est bon, c'est fait, il nous en a débarrassé. Merci Léon. Merci Léon Edwards. Celui qui le mérite, c'est Belal. Il est sur une série impressionnante aussi, comme l'avait été d'ailleurs Léon Edwards qui a mis une série de 10 combats sans défaite, puisqu'il y avait le no contest contre Belal entre temps, mais il le méritait. C'est marrant, mais que Léon, quand on l'interroge ici, il dit il a qu'à faire comme moi, il le méritait, mais je trouve qu'il le mérite. Moi, j'aurais été Léon, j'aurais presque dit, mais je le donne à ce gars-là, parce qu'en fait, comme moi avant, c'est les gars qui le méritent, c'est la méritocratie, c'est pas Colby quoi. Il le mérite très bien, il le sait. Donc lui ou Shavkat, dont on va ouvrir aussi un peu le cas, ça va permettre de commencer à l'ouvrir là-dessus. Shavkat donc a battu Stephen Thompson sur cette carte samedi soir, 18e finition, 18e combat, hyper impressionnant. Sur la méritocratie sportive, c'est Belal.
sur l'impression et l'envie que t'as et l'envie que tout le monde a, j'ai l'impression que c'est Shafkat. Et comme on sait que l'UFC est un business, j'ai peur pour Belal. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que ça va être compliqué pour Belal, surtout que pour plusieurs raisons. Déjà, ils se sont déjà affrontés et ça t'a mis sur un non-contest. Et le peu du combat, on avait vu, Léon était plutôt bien parti. Ouais, ça très bien dominait pas mal. Et puis ça avait l'air d'être un combat un peu chiant, on va pas se mentir. Ouais, bien sûr. Et je suis pas sûr que l'UFC a envie de le revoir là tout de suite comme ça pour la ceinture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en plus, qui va peut-être pas jouer dans la faveur de Belal, c'est que Colby, s'il se retire pas, il a besoin d'un combat. Et il a un historique déjà avec Belal, de se chercher sur le net, de s'embrouiller, etc. Machin et tout. Donc, il y a des chances que l'UFC décide de se dire, bah tiens, on va lui donner Belal à Colby. Ouais. Et pendant ce temps-là, on va donner à Shafkat. Et la troisième chose, c'est que quand t'as un combattant, mais si par contre, dans ton scénario, si Colby bat Belal, vous me remettez pas un title shot à Colby, hein. Écoute, tu vois ce que je veux te dire? Écoute, moi, avec lui, on n'est jamais à l'abri d'en avoir un dernier, ça c'est clair. Tu viens de me faire peur, Baba. Ouais, mais tu vois, il y a des scénarios où il peut revenir, c'est ça le pire. Mais ouais, la dernière chose, c'est que quand t'as un combattant dans cette catégorie-là, qui a 18 victoires pour 18 finishes, c'est 0 défaite. C'est trop compliqué, marketingment parlant, de pas lui donner un combat pour le titre là tout de suite. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le sens en fait du business, c'est le sens de ce que veulent les gens. T'as dit, ce sera sans doute quand même un combat plus spectaculaire, plus attrayant que Belal contre Léon. Il y a plein de raisons de faire en fait Shafkat avant Belal. C'est terrible pour Belal, mais l'UFC, on le répète, c'est un business. Hein. C'est pas une méritocratie sportive, loin de là. Léon, je voulais aussi ouvrir un peu parce que. Si on lui donne, allez, on le scénario où on lui donne Shafkat, il bat Shafkat. Oui. Derrière, il bat Belal, si on le redonne à Belal ou machin. Il bat un Islam qui monte. D'ailleurs, ça m'a presque étonné qu'Islam monte pas dans la cage, puisqu'il voulait provoquer le vainqueur. Ça m'a étonné. On sent, je pense que l'UFC lui a dit non, ou en tout cas a dit non, c'est pas le moment. S'il fait un run comme ça, on le place assez haut, en fait, dans l'histoire des Wells. Il commence à titiller GSP ou là, on s'emballe un peu trop? Il a plus perdu depuis 2015, Léon Edwards. Hein. Il a un très 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 beau run. Un nombre de victoires très impressionnant. Maintenant, moi, mon problème, il sera toujours que l'ère de GSP, dans cette catégorie, elle était plus dure. Je suis d'accord. Il y avait plus de bons combattants qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je vais toujours avoir un peu de mal. Quand on parlait de ça avec Kamaru Usman aussi, il y a eu un moment. Moi, je suis pas d'accord avec vous, en fait. J'avais dit ça ici également. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas super d'accord avec ça. Donc, en tout cas, ce sera très beau. Il sera très très haut, c'est clair. Mais vraiment, celui qui va passer devant JSP dans cette KT, il va falloir qu'il y ait 10 tueurs dans la KT et qu'il arrive à les enchaîner. Quoi. Et il y a eu un petit remise en contexte par rapport à ça, parce que mais pour appuyer ce que tu dis là, j'ai noté les séries de défaites sans défaite des grands welters. Donc Léon Edwards, il en est à 2919 jours. Donc il y a un no contest au milieu de tout ça. C'est pas que des victoires de suite, mais 2919 jours sans perdre. Kamaru, c'était 2596. Et 2319 pour JSP, entre Serra et sa retraite en 2013. Kamaru, je suis parti de sa victoire au TUF jusqu'à sa défaite contre Léon. Par contre, c'est là où tu comprends qui était JSP. Sur ces runs-là, 13 combats pour Léon Edwards, 3 title shots seulement. 15 combats, 6 title shots pour Ousmane. 12 combats seulement pour JSP, mais 10 title fights et contre des tueurs. C'est là qu'on voit que son run est incroyable. Et vraiment, quand tu regardes les combattants qu'il a pris, il y a peu de combattants où c'était écrit d'avance que JSP allait vraiment dominer ou gagner facilement ou ce que tu veux, quoi. Donc pour moi cette ère-là de JSP pour l'instant elle reste au-dessus. Par contre, il peut vite rattraper, parce que t'as raison, on en avait parlé un petit moment, on commençait à titiller cette conversation, il peut rattraper Ousmane par contre. Oui. Assez vite en fait. Bien sûr. Si tu regardes vraiment le run d'Ousmane, assez vite en fait. Il est déjà. S'il fait ce que j'ai dit là, il est déjà plus très loin de l'avoir rattrapé, parce que Ousmane dans son run, il y a quand même pas mal de rematchs. Exactement. Il y a 2 fois Colby, il y a 2 fois Jorge Masvidal, tu vois. C'est ce qui m'a toujours gêné dans son run à Ousmane. Complètement, pareil. Quand on disait t'as nettoyé tout, il a surtout nettoyé 2 gars en fait dans son run. Il y a Burns aussi, il y en a d'autres, mais tu vois, il a surtout nettoyé 2 gars. En tout cas, c'est ce que moi je tenais à le noter pour finir sur Léon, ce que tu disais tout à l'heure. On sent la confiance. C'est dingue, hein. Et on l'a souvent dit ça, on l'a souvent vu dans l'histoire des sports de combat. Depuis qu'il est champion, ce gars-là, il y a un truc, tu le sens. C'est dans l'aura, c'est autour de lui, c'est pas palpable, tu vois exactement. Il a cette confiance du champion. En plus d'être un super combattant. Il sait très bien ce qu'il fait, comment il va le faire. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa discipline. Il avait toutes les raisons du monde de faire un combat un peu bête. Il a pas du tout cédé. Il est resté très contenu, même dans son interview post-fight. Il le dit que voilà. T'as vu, dans l'interview, il dit qu'il en avait envie, que c'est ses coachs qui l'ont dit. Fais ton combat. Va pas faire la guerre. Mais qu'il est resté très discipliné, qu'il a fait son combat à lui. Et tu sens qu'ils ont une sérénité qui règne dans ce camp-là,
qui me fait comprendre pourquoi d'ailleurs dans les news un petit peu autres de cet event, pourquoi ils avaient décidé de virer Yann Gary du camp, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils ont quelque chose à préserver et tu sens que ça marche très très bien. Et que dans leur approche du combat, dans la préparation comme dans le combat en lui-même, qu'il y a cette sérénité et cette confiance qui est impressionnante. Ouais. Et dédicace à Dave Lovell, qui est le coach de Leon Edwards, qui pour le coup cette année a très très bien préparé chacun des combats de Leon contre Ousmane en mars et là contre Covington. On passe sur Shavkat, dont on a ouvert un peu le thème tout à l'heure. Je reviendrai au co-main event après, mais comme on est dans la même catégorie 77, je préfère rester là-dessus. On l'a dit, victoire au deuxième round sur Wonderboy Thompson. C'est le premier à soumettre Thompson, si je dis pas de bêtises. Ouais. Certains, j'ai vu sur les réseaux, c'était assez déçu de son premier round, en disant qu'il avait été un peu sur les freins. Lui dit aussi, on a appris depuis, il s'est fait la cheville 6 semaines avant le combat. Il l'a dit à Laura Senko, la commentatrice UFC. Il pouvait pas kicker. Il dit il pouvait très très peu, donc ça explique aussi un peu son attitude dans le premier round. Qu'est-ce que t'as pensé de sa perf, Baba? Pour moi, c'était maîtrisé, c'était en contrôle. Il faut faire attention à Wonderboy au premier round. Il restera, c'est un combattant dangereux, qui restera toujours un combattant dangereux, en tout cas avec ses armes, même si c'est un combattant atypique. Il restera toujours dangereux, il a des bonnes jambes, il a toujours prouvé qu'il est aussi capable de frapper avec les poings. Et puis en plus, il a une gestion de la distance qui fait que c'est difficile de s'approcher de ce mec-là. Donc le premier round, c'est toujours, il n'y a pas beaucoup de combattants qui sont arrivés dans le premier round, qui sont restés dans la tête de Wonderboy et qui ont réussi tout de suite à toucher. Donc moi, j'étais pas surpris de voir un premier round comme ça, où il allait prendre d'abord ses marques pour ensuite être plus agressif, mais par contre derrière, une fois qu'il a pu comprendre ce qu'il avait en face de lui, qu'il a pris les informations dont il a besoin, ça n'a pas loupé, quoi. Il a mis la marche avant et ouais, c'est ça. T'as l'impression, moi j'ai une impression avec lui il va la trouver la solution. Ouais. Même s'il prend un peu de plus de temps, même s'il va la trouver la solution, peu importe dans quel domaine, puisqu'il maîtrise tous les domaines en fait. Ouais. Non, il dégage quelque chose dans la cage. Tu sais, il y a des combattants comme ça, t'as l'impression qu'ils prennent plus de place, qu'ils occupent plus de place dans la cage, tu vois, et c'est l'impression qu'il donnait. Tu vois, il était là dans le centre, et puis t'as l'impression qu'il plus le combat avançait, plus il prenait la place, plus il grandissait, plus il prenait de l'espace, et moins Wonderboy avait d'endroits pour se déplacer. Et il te donne vraiment l'impression que c'est une question de minutes avec lui. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, on lui donne Léon. Enfin, ça fait sens pour toutes les raisons qu'on a dit. On fera de toute façon quand il y aura ce combat, on fera une bonne preview pour parler de ça parce que ce sera hyper intéressant. Mais comme ça, en première idée, qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Là, pour le coup, face à Léon, il y a une galère. C'est un adversaire très compliqué pour Léon. C'est un adversaire, c'est son adversaire le plus dur là aujourd'hui, ça c'est sûr. Maintenant, il faudra. C'est aussi l'adversaire le plus dur pour Shavkat. Voilà, les deux choses sont vraies. Léon, il est encore une fois très impressionnant, il a montré qu'il était très impressionnant. Shavkat, il est très fort dans le grappling, il est très fort dans la lutte aussi, mais c'est pas son domaine de prédilection. C'est pas un combattant qui va venir faire un combat à la Khabib où il va vraiment que lutter pour essayer de t'amener au sol et de. Ouais, pas du tout, c'est pas ce style-là du tout. Ouais. Donc Léon aura bien sûr pas mal d'opportunités debout. Parce que Shavkat, il est aussi un petit peu imprudent dans son striking, donc ça donne des opportunités aussi à Léon. Donc c'est un combat très équilibré sur le papier. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup ce combat pour le coup. Il va nous donner droit à des belles analyses et puis vraiment, il y a un côté 50-50 évident. Je pense aussi. Ouais. Même face à et je pense que Shavkat sait aussi que c'est un autre défi que tous ceux qu'il a eu dans ses 18 premiers combats d'affronter Leon Edwards. En tout cas, les dernières réflexions, je l'ai fait sur le plateau aussi samedi. C'est drôle parce qu'en plus entre les deux personnages, je préfère clairement Shavkat. Shavkat, il est en train de faire ce que le monde promettait à Khamzat chez les welter. Ouais, on disait tu vas rouler sur les welter machin, c'est Shavkat qui commence à rouler sur le top 15 un par un et qui monte dans les classements quand Khamzat lui passe un an sans combattre, fait sa grande gueule, rate des pesées, voilà, tu vois, c'est lui le vrai phénomène chez les welter en tout cas. Tu vois, c'est marrant parce que c'est encore une fois la force de la communication et de ce qui va te rester dans les oreilles et dans les yeux. Donc ouais, Khamzat il fait beaucoup de bruit. Ouais. Il a fait beaucoup de bruit avec son arrivée. Sauf qu'après quand tu replaces les choses dans leur contexte, c'est un combattant exceptionnel, Khamzat. Qui a eu des problèmes, bien sûr, qu'il a raté des pesées, qu'il a raté des choses, qui fait que ça a altéré vraiment son run en welter et qu'il a dû monter derrière. Et puis surtout, là, les combattants d'élite qu'il a pris, ça a donné des victoires à la décision où à chaque fois il a été en danger, ça a été compliqué. Shavkat, lui, t'as l'impression qu'à chaque fois, il monte de niveau, il trouve toujours le moyen de finish. Donc on m'a posé la question quand on rigolait un peu de qui on donne à Colby pour vraiment éteindre la fin de sa carrière. Et donc moi je dis que je voulais Shavkat. Oui, pareil, on en a parlé au début de l'émission. Si l'UFC veut bien faire ça, moi je suis preneur. Et je sortirai un bon paquet de popcorn. C'est clair. Mais quelqu'un qui était aussi très malveillant dans son choix me disait mais pourquoi pas Khamzat? Je pense pas que Khamzat ce serait mieux. Je dis mais moi j'ai pas confiance en Khamzat. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'il fera le poids? Est-ce qu'au final
final, au niveau cardio, ça va tenir. S'il le termine pas au début, qu'est-ce qui se passe? Alors que Shafkat, moi j'ai l'impression que ça va être. Ouais, t'as plus une certitude avec Shafkat. Voilà, ça va être complètement d'accord. une destruction méthodique, tu vois. Donc ouais, c'est pour ça que je voudrais Shafkat. Et pareil, hein, tu vois, je te posais la question sur Léon, mais si Shafkat il détrône Léon, pareil, hein, va falloir se lever tôt pour le détrôner lui, hein, pour aller lui chercher la ceinture. S'il prend en plus la confiance du champion, tu vois, qu'il est installé dans cette confiance-là, en plus de ses qualités. Ouais, se lever tôt. On passe au co-main event, Baba, rapidement. Alexandre Pantoja qui défendait sa ceinture des moins de 57 contre Brandon Royval. C'était le combat moi que j'attendais le plus. Hein. Je l'avais pas caché sur la carte parce que c'était une garantie un peu que techniquement ça allait être fort. Le combat était fun, c'était plutôt fun, même très très fun. C'est dans les meilleurs combats de l'année, on l'a dit aussi sur le plateau, franchement. Alexandre Pantoja donc qui conserve sa ceinture après une super performance. Je vais ouvrir en fait sur ce combat-là, déjà un petit mot toi sur ce que tu en as pensé du combat, puis j'ouvrirai plus sur ces poids mouches qui en fait nous donnent que des bonbons depuis des années et des années. Vas-y, sur ce combat-là en lui-même, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est que des bons combats, j'en attendais vraiment beaucoup parce que le premier combat il était génial déjà. Totalement. Il était super. 2021. Et puis la dynamique des deux combattants, Royval c'est quelqu'un qui ne sait pas être agressif. Et ne pas être agressif, pardon. Il sait que attaquer. Il attaque. Il a le cardio pour. Il n'y a pas de marche arrière sur Donc tu sais qu'il va attaquer et il a jamais abandonné, même si Pantoja il a toujours pu se mettre un petit peu au-dessus. Et il a fait parler ses qualités. Royval il l'a jamais abandonné, et même dans le 5e, il continue de mettre la pression, il essaye. Donc c'était un super combat. Pantoja, moi, il m'a impressionné parce que il a montré qu'il est là pour rester et que ça va pas être facile de lui retirer sa ceinture. Mais en même temps, cette catégorie elle est tellement incroyable que t'as quasiment tout le top 10. Ils ont ils ont des qualités suffisantes pour dire et si ils peuvent battre le champion. Ils ont tous une bonne chance de battre le champion en fait. Alexandre Pantoja mais très complet, hein. Pareil, il est impressionnant, il est très bon dans les scrambles, il est bon au sol, il est bon debout. Petit clin d'œil à Daniel Warin, le coach de BSD, qui l'a coaché pendant 2 ans aux États-Unis, qui l'a aidé à développer aussi son striking. C'était à l'époque au RFA, ils avaient pris 2 ceintures ensemble. Sacré combattant. Et en fait, j'allais le dire, c'était déjà le cas à l'époque de Demetrius Johnson, qui a le record de défense de titre à l'UFC avec 11, qu'on respectait moins que d'autres combattants à l'époque, notamment dans le classement pound for pound. Et depuis 2020, entre les 4 combats Moreno-Figueiredo, le Moreno-Pantoja de juillet, qui est le combat de l'année pour nous à l'UFC, ce combat-là qu'on vient d'avoir, c'est en vrai, les title shots chez les moins de 57, c'est une folie à chaque fois. Et il mériterait grave d'être plus en avant, non, Baba? Parce que chaque combat est une folie. Bien sûr, et on le sait, ceux qui suivent les sports de combat de très près savent que les petites catégories, de toute façon, c'est une garantie de très bons combats techniques et avec beaucoup d'action, donc on le sait toujours. Là, c'est particulier en plus parce que tu vois, déjà, c'est un testament de la grandeur de Demetrius Johnson, qu'il a réussi à régner dans une catégorie comme celle-là pendant autant de temps et qu'il ait eu autant de défenses de titres. C'est assez incroyable, même si je pense, là, pour le coup, que c'est l'inverse des welter, que la KT à l'époque de Demetrius était peut-être légèrement moins forte qu'aujourd'hui. Et qu'elle a progressé depuis quand même. Voilà, qu'il y a eu du progrès, mais c'est quand même, les régner longtemps dans une KT comme ça, c'est assez incroyable. Et aujourd'hui, c'est génial. Pour nous, le public, c'est génial parce qu'encore une fois, t'as l'impression que, à minima, tous les combattants du top 5 peuvent être champions à tour de rôle à chaque combat. Ouais, complètement. Et puis on va encore en avoir des belles, je pense, parce que par exemple, on a en février à Mexico, on a Brandon Moreno contre Amir Albazi, qui sont 2 dans le top 5. Je pense que le gagnant de celui-là, c'est ce qu'a dit Dana d'ailleurs, ce sera a priori le prochain challenger. Soit à la revanche Moreno-Pantoja, enfin qui n'est même pas une revanche parce qu'ils sont affrontés avant. Exact. Garantie, je pense, de combat fabuleux. Soit le Pantoja-Albazi, pareil, moi, je pense qu'il va nous donner aussi du spectacle. C'est une garantie cette catégorie, donc mettez-la plus en avant parce que ça mérite grave. C'était le combat le moins mis en avant de la carte. C'était là, et alors qu'on était sûr que ce serait le meilleur. Vraiment. Il devrait vraiment, et pour moi, c'est des combats dans cette catégorie qui doivent tout le temps être en main card. Et quand c'est des combats avec soit pour le titre ou soit en tout cas entre comme Moreno et Albazi, minimum c'est du co-main. Il faut toujours les mettre en avant et faire suivre cette catégorie aux gens. Moi, je vais te dire, à Mexico, s'ils n'ont pas Grasso, parce que je pense qu'ils laissent un spot peut-être au main event pour si Alexa Grasso peut venir défendre sa ceinture au Mexique, ce serait cool en main event. Mais sinon, Moreno Albazi, c'est le main event. Enfin, tu vois, en plus, avec Moreno, ce qu'il représente au Mexique et les combats qu'ils font ces mecs-là, foutez-le nous en main event. C'est clair. Un petit mot rapide sur les 2 derniers combats de la main card. On va être très rapide sur cela parce qu'il y a moins à s'attarder. Il y avait un Ferguson Paddy Pimblett. Ce combat n'avait aucun sens. Entre un mec sur 6 défaites qui est en fin de carrière et un mec sur 5 victoires qui a pas combattu depuis 1 an et qu'on voulait voir contre plus des lightweights du moment pour voir son vrai niveau. Paddy Pimblett. Paddy finit par s'imposer au bout des 3 rounds par décision. 7e défaite de suite de Ferguson. Il rejoint BJ Penn, la série BJ Penn. Faut qu'il arrête, non?
C'est ma seule question sur ce combat-là. Ferguson, faut qu'il arrête. Dana White en conf dit qu'il lui conseille d'arrêter. PS, clin d'œil, si tu veux le faire arrêter, arrête-le, toi. Arrête-le, arrête son contrat. Le problème, c'est que tu signes les mecs pour 7-8 combats. Voilà, donc, ça, comment on fait ça, c'est toujours Dana White. Tu sais, je te donne des conseils, mais t'inquiète, continue, parce qu'en plus, t'es un nom, donc tu fais vendre sur mes cartes. Non, mais faut arrêter. Non, il nous a tellement fait plaisir à une époque que c'est pathétique, là, un peu. Au minimum, en tout cas, il est plus au niveau de l'élite. Et l'élite, c'est l'UFC, donc au minimum, si tu veux continuer à combattre, écoute, voilà, moi ça fait longtemps que j'ai compris que les combattants ils s'arrêtent pas comme ça. Non. Mais en tout cas, à l'UFC, ça va devenir, c'est trop compliqué. Je parle de l'UFC parce qu'il finira au bare knuckles, ce gars. Mais en fait, c'est écrit, si tu veux, donc je suis assez froid là-dessus parce que je sais pertinemment que si demain il arrête l'UFC, il arrêtera pas de combattre. Il arrêtera pas de combattre, donc il y a trop d'opportunités maintenant de combattre ailleurs et il le fera certainement. Donc je sais qu'il va pas arrêter. Maintenant, en tout cas, à l'UFC, si tu peux pas passer Pimblet, non. Bah, tu pourras passer plus personne. Non, je suis d'accord. C'était son premier test en dehors du top 15, puisqu'il était tellement à une époque que toutes ses défaites, sa série, c'était contre du top 15. Voilà. Là, c'est en dehors. Et c'est ma deuxième question. Je pense que Paddy, il est loin du top 15 aujourd'hui. En tout cas, sportivement. Ouais, il est loin. Non, mais il en est loin. Donc, si tu perds contre lui, en effet, ça a pas beaucoup de sens. Non, voilà, c'est ça. Et puis même, ça dit beaucoup du niveau de Pimblet pour moi, qui c'est une victoire laborieuse. Non. Et voilà, tu peux pas rouler sur le fantôme de Tony Ferguson. T'es encore un autre combattant qui fait vendre dans son pays. J'entends bien, qu'il fait un UFC à Londres ou à Manchester ou à Liverpool, ça ramène des gens. Ils ont tous les perruques et tout. C'est génial, mais c'est pas un combattant qui est au niveau du top 15 du UFC. Et quand j'entends il y a quelques mois encore qu'on nous parlait d'un match-up entre BSD et lui, ça me fait bien rigoler. Mais donnez-lui, au pire. Ah bah oui, non, je pense que ça intéresse pas BSD, ça n'a aucun sens sportivement. Si vous voulez faire à Londres, on peut toujours rigoler, nous. Il a d'ailleurs dit à notre micro qu'il lui avait envoyé un message pour s'entraîner ensemble, voilà. Donc il sent bien que plutôt de se battre ensemble, vaut mieux s'entraîner. Mais t'as raison, un BSD, enfin les lightweight, les moins de 70 d'élite aujourd'hui, BSD il roule sur Ferguson. Hein. Tu lui donnes, ça dure une minute. Ça va pas durer longtemps du tout. Donc Pimblet, le premier combattant qui s'approche de l'élite et qui va rencontrer, il va pas comprendre. Bon, ma question sur Paddy, tu y as répondu. Je te demandais est-ce qu'il est proche d'avoir un niveau du top 15. Pour moi, non. Sur ce qu'il a montré, on est d'accord. Hein. Non, il y a encore beaucoup de boulot. C'est pas un mauvais combattant, hein. Souvent il est même, je l'ai dit en plateau, mais il est un peu sous-estimé par certains qui voient que la grande gueule, l'accent et la coupe. Il a des qualités notamment au sol, mais il est loin du top 15. C'est un combattant qui a des qualités au sol, qui est compétent au sol, mais qui a de trop grosses lacunes debout pour que ça puisse faire élite. Et le dernier combat de la carte principale, c'est Josh Emmett contre Bryce Mitchell. Ça a remplacé Yann Gary contre Vicente Luque. T'en as parlé. Ouais, je vois ton mouvement de main, Baba, et t'as bien raison. Alors, on savait tous que Josh Emmett, sa principale force, c'est de pouvoir t'éteindre la lumière avec un gros overhand. Eh ben, il a éteint la lumière avec un gros overhand. Très flippant, les convulsions de Bryce Mitchell au sol. Ça fait très peur parce que oui, tu as un côté l'âme qui est en train de sortir du corps là. Tu tournes un peu de l'œil. Hein. On peut dire qu'à nous deux, on a vu des milliers de KO. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur ou quoi. Mais voir ça, c'est assez flippant. Ouais. Donc il a vraiment éteint. Et c'est terrible, c'est que c'est flippant. Parce que ce serait flippant avec n'importe qui que ça arrive. Par contre, sur les réseaux, c'était un déchaînement parce que voir Bryce Mitchell, monsieur, la terre est plate, puisque pour ceux qui connaissent pas, Bryce Mitchell est un complotiste complètement barjot. Il y en avait quand même beaucoup qui kiffaient d'avoir vu le KO pris par Bryce Mitchell malgré la violence de l'image. Il y en a beaucoup qui l'ont dit. Et j'ai mon pote Malik qui m'a même dit, tu vas voir qu'après ça, il dira plus que la terre elle est plate. Tu sais que j'ai failli la faire en plateau et que je me suis dit non, là franchement avec les convulsions comme ça se fait pas, je me suis abstenu de faire ça. Mais avec un peu de recul, écoute, on peut y aller. En plus, il a fait une vidéo pour dire qu'il allait bien. Ça va bien, c'est tant mieux. C'est le combat, c'est comme ça arrive, mais c'est vrai que c'était un très gros KO. En tout cas, ça nous apprend pas grand chose sur Josh Emmett, il a fait juste ce qu'on savait qu'il était capable de faire. C'est un combattant qui restera toujours fun, qui reste dans le roster et qui est dangereux pour tout le monde. Faut faire attention. Les combattants d'élite sont légèrement au-dessus, mais il a cette puissance-là. Ok, bon, on a fini cette carte principale. On va pas vous débriefer la carte préliminaire, mais elle était très sympa. Il y a deux énormes guerres dans Irene Aldana contre Rosa, qui est une guerre féminine incroyable, qui a été élue Fight of the Night d'ailleurs devant Pantoja Rival, et pas mal d'autres petits moments. Garbrandt qui revient, qui met un KO. Le retour du vieux Garbrandt. Enfin, les préliminaires étaient franchement plus cool que la principale même, en termes de ce qu'on a vu. Il y avait des choses pas mal. Et deux petites réflexions avant qu'on se quitte, Baba, sur ça, qui sont pareil des tweets que j'ai vu passer, mais que je prenais, que j'ai trouvé très pertinents, donc je me permets de les citer. En vrai, souvent on nous dit que l'UFC c'est ce que la boxe devrait faire.
En vrai, ce qu'on a vu samedi soir, c'est un peu l'inverse, moi je trouve. Mais bien sûr. Je trouvais ça très vrai. Si tu fais un gros événement de boxe où tu as l'équivalent d'un Paddy contre Ferguson sur la carte, où tu as un Colby en main event pour un titre mondial après tout ce qu'on a dit sur Colby des dernières années, la boxe se fait brûler. Ouais, c'est massacré. Elle se fait brûler. Tout le monde te dira, et là, c'est mort. Ouais. avec l'UFC, c'est tellement une belle machine marketing que tout le monde te dit « Wow, la carte est super stacked !» Tu vois, c'est quand même terrible. Terrible dans le sens, bravo à eux, ils ont super bien réussi ce coup marketing. Mais t'es d'accord, non? Bien sûr, ça fait longtemps qu'ils ont. C'est pour ça que je me bats plus contre ça. J'ai plus rien à dire. Le coup est trop bien réussi pour que tu puisses convaincre la plupart des fans un peu moins hardcore que c'est pas le cas. Donc écoute, la machine elle est trop bien mise en place et il faut juste laisser les cartes se dérouler et leur dire tu vois, au final c'était pas si stacked que ça. Et le deuxième remarque, c'est sur il y a eu une bagarre en bord de cage entre Sean Strickland, champion des moins de 84, Dricus du Plessis, qui sera son challenger au mois de janvier. Ils étaient à un rang d'écart. Quand la caméra de l'UFC les a montrés, tu savais que ça va pas partir en bagarre direct. Et surtout, c'est pour dire Dana White en conf qui dit c'est moi le asshole qui les a mis à côté, c'est de ma faute. J'aurais dû y penser et savoir ce qu'allait se passer. Vous faites pas avoir par le bullshit de Dana, messieurs qui nous écoutez. Dana savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien pourquoi il a mis la caméra à cet endroit-là. Et vous inquiétez pas que pendant la montée vers ce combat-là, elles seront surexploitées, les images de cette bagarre dans les tribunes. À un moment, il faut arrêter. Dans un jeu d'acteur exécrable, Dana White, j'aurais pas dû faire ça, je m'excuse, c'est ma faute. Tu les mets les deux ensemble, la caméra se met sur Strickland qui se lève déjà, qui sait déjà ce qu'il va faire. Les gars, on n'est pas très loin de la WWE. Pas très loin. Non, clairement. Et très marrant, il y avait la famille de Burns entre les deux, et la femme de Burns a tweeté en expliquant que Strickland lui avait très gentiment demandé est-ce que vous pouvez vous écarter tranquillement. Et une fois qu'il s'était écarté, boum, je lui saute dessus. En tout cas, voilà, c'était la dernière carte UFC de l'année, Baba, et on en aura plein d'autres à débriefer en 2024. On n'a pas fait un débrief, mais big up à Saladin Parnasse, même s'il a perdu pour la 3ème ceinture. Immense respect, champion. Le mec avait plus de 10 kilos en face, c'était un bœuf. Il a joué que sur ses qualités de puissance pour s'imposer. Il a fait son combat, mais respect éternel à Saladin Parnasse pour la tentative. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Abonnez-vous sur YouTube où on est toutes les semaines également en vidéo. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut Baba. Salut. RMC Fighters Club.